À la fin de mes études l'année dernière, je gagnais ma vie, j'avais 2 boîtes et j'avais des employés. Ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la féminité. L'entrepreneuriat, faut pas oublier, c'est 99% de problèmes et c'est à nous de trouver les 1% de solutions. J'ai découvert que être entrepreneur n'était pas égal à être heureux. Enfin là, récemment, j'en connais un qui s'est suicidé, tu vois. Toi, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, que tu es plutôt un petit peu aussi en mode rentre-dedans. Écoute, ça dérange les gens, ben oui, bien sûr. Surtout mes engagements féministes, ça dérange forcément encore plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, les masculinistes, voilà, c'est pas ma came. Moi, j'en suis à un stade où je vais pas m'excuser pour ça. Louise, bienvenue sur le podcast. Merci Eric pour l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité à Paris pour ta chaîne YouTube. On vient de faire une belle discussion à 4 sur le sujet du fitness. C'était très très cool et ça nous a délié un petit peu la langue et j'avais envie du coup de profiter de l'occasion de pouvoir discuter avec toi, te présenter éventuellement aux personnes qui écoutent le podcast, qui ne te connaissent pas et qui manquent quelque chose, en tout cas à ce niveau-là, à mon sens. Allez, non mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être dans ton rôle, donc ça va être marrant, mais écoute, j'aime discuter, échanger, surtout sur les sujets dont tu viens de parler, donc avec plaisir. Bah oui, parce que toi, tu as l'habitude, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui, créatrice de contenu, entrepreneuse, tu as ta marque de vêtements, tu as un podcast, tu es sur tous les réseaux, tu es un peu sur tous les fronts, on dirait. C'est l'impression que ça donne, et c'est aussi de là que j'étais impressionné et que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble un peu au genre de truc que je fais aussi, et je serais curieux, alors je connais un petit peu, bien sûr, mais je serais curieux que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours, comment tu es arrivé là, parce que de moi, ce que je sais, tu es né à Paris, tu avais des rêves et des envies de journalisme quand tu étais petite, tu as fait Sciences Po à Paris, et puis tu es partie un peu dans la création juste après, en cours de route. Non, c'est pas mal, t'as bien révisé. Je sais pas si la chronologie est bonne, n'hésite pas à me corriger et à entrer un peu plus dans les... C'est tout à fait ça. Je suis entrée à Sciences Po, du coup, après le bac, dans le but d'être journaliste. Et en fait, en première année, du coup, j'avais beaucoup plus de temps libre que quand je préparais le concours. Et du coup, en fait, je me suis remise au sport. Je faisais de la gymnastique rythmique à haut niveau quand j'étais plus jeune. C'est ça. Et j'ai arrêté le sport principalement... En fait, c'est pour plusieurs raisons. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent qui faisaient du sport plus jeune, mais en France, il y a un peu ce système où tu dois choisir, en fait, quand tu en fais... j'étais pas du tout en compétition, quoi. Mais, enfin, si, je dis ça, j'étais en compétition, mais c'était pas dans le but forcément de devenir gymnaste professionnel. Mais en fait, rien que le fait d'en faire 10 heures par semaine en compétition, en fait, ça devenait plus compatible avec un emploi du temps du lycée, notamment parce que je préparais un concours. Et du coup, j'ai arrêté le sport. Et en fait, en première année, j'avais beaucoup plus de temps sur mes mains. Et ma grande sœur m'a parlé d'un programme fitness fait par une coach sportive australienne. Et en fait, on s'est toutes les deux remises au sport. Et c'est vrai que je suis vraiment tombée dans la marmite, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé le monde, l'univers du fitness. C'est-à-dire pas juste le fait de me dépasser, même si ça en faisait partie. Mais le fait qu'en fait, on arrivait à se retrouver autour d'une passion commune et qu'il y avait une vraie communauté sur les réseaux sociaux autour du sport, autour de la nutrition. En tout cas, c'est un univers un peu que je découvrais. Et donc, j'ai d'abord créé mon compte Instagram, My Better Self. À ce moment-là, donc j'avais 19 ans. J'allais avoir 19 ans. Et là, tu en as 24, c'est ça? Et là, j'en ai 25. 25, ouais. Ok, donc il y a 5-6 ans. C'était il y a 6 ans. 6 ans. Et voilà, dans vraiment à la base, le but, pas de devenir créatrice de contenu, mais plutôt d'interagir et de connecter avec les personnes que j'admirais sur les réseaux. Donc en fait, je sais pas, c'est peut-être le cas des personnes qui nous écoutent, tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui te suivent et qui suivent d'autres personnes dans le sport et qui se disent « Ah mais en fait, moi aussi, j'ai ces centres d'intérêt-là et puis j'aimerais bien échanger avec eux sur cette passion. » Et du coup, sachant que moi, j'avais juste un compte perso à l'époque, je me suis dit « en fait, ces personnes-là ne vont pas voir que moi aussi, je m'intéresse à ça, donc je vais créer un compte dédié au sport, à la nutrition et à cette passion-là. » Et en parallèle, quand tu as créé ce compte-là, du coup, tu as 19 ans, tu es aux études? Je suis en première année à Sciences Po, ouais. Première année à Sciences Po, que tu as terminé Sciences Po? L'année dernière. L'année dernière. Ouais. Ah oui, d'accord. Il me semblait bien que tu avais encore jonglé un petit peu avec l'ensemble. Ouais. Les 2-3 dernières années étaient compliquées. Ah ouais, d'accord. Ah oui, quand même. Donc, tu as lancé ça à 19 ans et l'idée, c'était de partager ta progression sportive? En fait, l'idée, c'était de me dire, je suis passionnée par le sport, la nutrition. J'ai envie d'interagir avec d'autres créatrices de contenu, principalement anglo-saxonnes, qui partagent ce genre de contenu. Et en fait, un peu comme un journal de bord
de mon parcours sportif. C'était pas forcément hyper personnel, genre voici ma progression. C'était plus, moi j'ai appris plein de choses là ces 2 dernières années par rapport à ce monde-là. Et donc en fait, j'ai envie de le partager à mon tour. Et tu vois, je faisais des posts un peu éducatifs en anglais, 100% en anglais à la base, parce que je trouvais qu'en France, notamment les femmes, il y avait un rapport très punitif au sport qui était très lié au régime. Et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup. Il y avait un hashtag à l'époque. Tiens, on n'a pas parlé dans la table ronde. J'aurais pu en parler, mais hashtag strong not skinny. D'accord. Qui me parlait beaucoup, quoi. Moi, mon but, c'était d'être forte, pas juste mince. Ok. Et tu as commencé le sport pour être forte? Alors non, j'ai commencé le sport pour perdre du poids. D'accord. Ça, ce serait mentir de dire le contraire. Mais assez rapidement, avec ce programme sportif, donc de Kayla Itsines, j'ai suivi pas mal de fitness girl. Et donc, en fait, très rapidement, c'est devenu... mon objectif, c'était d'être plus forte. Et c'est pas mal ce que Kayla Itsines mettait en avant, même si c'était un programme en vrai de perte de poids. C'était hashtag strong not skinny, tu vois. Donc, je me suis vite reconnue là-dedans. Et j'ai eu envie de créer du contenu un peu par rapport à ça. Donc, c'était des recettes, c'était des entraînements, franchement, je me suis vraiment crue coach sportive alors que je ne l'étais pas. Mais non, je donnais pas des conseils, mais juste je partageais, moi, la passion que j'avais pour... c'était un nouveau centre d'intérêt que j'avais vraiment envie de partager. Et les réseaux sont arrivés là-dedans pour le partager, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, que les réseaux, typiquement, c'est une part principale de ton quotidien, de ton métier. Mais là, tu es en cours, tu te dis, tiens, je commence à partager des choses. Comment est-ce que ça a évolué ensuite par rapport au cours, le fait que, manifestement, aujourd'hui, tu as terminé tes études, tu as l'air d'être parti dans autre chose, peut-être que ce vers quoi elle te prédisposait. Et comment est-ce que ça a évolué en cours de route, la relation entre, tiens, je partage des choses par passion, et comment est-ce que tu posais cette passion par rapport à, tiens, c'est mes études. Quelle relation tu avais avec tes études? Est-ce que c'était très important pour toi? Est-ce que tu ressentais une pression d'avoir à les faire? Comment est-ce que tu as jonglé un peu avec ça? En fait, à l'époque, en tout cas la première année, c'était vraiment du plaisir et c'était un hobby. Et c'est vrai que dès la 2e année, j'avais pas une énorme communauté, tu vois, je devais avoir au bout d'1 an 10 000 abonnés. Et en fait, c'est vrai que je me suis vraiment prise au jeu. Je suis quelqu'un, j'ai un peu observé ça avec le recul, c'est que j'ai besoin d'avoir une passion et je me donne vraiment à 100%. Donc je dirais que à l'époque, avant que j'ai les réseaux sociaux, c'était Sciences Po. Enfin, c'était le fait de préparer Sciences Po. Ça prenait tout mon temps libre. D'accord. J'étais à fond là-dedans. Enfin, tu vois, je lisais plein de livres. Enfin, j'étais vraiment à fond. Et en fait, je pense que j'ai eu un peu un vide, une fois que je suis intégrée l'école, qu'il fallait remplir. Et du coup, je l'ai rempli sans avoir cette réflexion-là, mais par le compte Instagram que j'avais créé, par le fait de développer une communauté. Et vraiment, c'est devenu une passion. Ça avait une forme de journalisme dans le sens où c'était de la création de contenu. Moi, j'ai créé des légendes de 10 km. Enfin, tu vois, c'était des articles en soi, chaque post. Et donc, en fait, c'était mon truc à moi. Je sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent, mais qui ont un truc comme ça à côté de leurs études ou à côté de leur job. Moi, c'était ça. Et donc, en fait, ça a pris au fur et à mesure. Je pense que je devais avoir 50 000 abonnés dès la 2e année. Et en 3e année, à Sciences Po, on doit étudier à l'étranger. Et donc, à la base, j'avais postulé à l'université de Melbourne en Australie. Et en fait, j'ai découvert au moment où j'ai été acceptée pour mon année à l'étranger à Melbourne, j'ai découvert un peu par hasard un programme entrepreneurial qui avait lieu à Berkeley, aux États-Unis. Et donc, en fait, j'ai postulé et j'ai été prise. Et donc, en fait, j'ai dû faire ce choix très difficile. Et c'est clairement un choix privilégié, tu vois, mais vraiment, ça m'a taraudée. Parce que, en fait, je sais pas si tu as déjà eu ça, mais j'avais l'impression que je jouais ma vie par ce choix. C'est-à-dire que je savais très bien que ma vie serait différente si j'allais en Australie 1 an, étudier à l'université, avoir une vie étudiante, somme toute classique, qui allait peut-être déboucher des portes, parce que, notamment dans le monde du sport, de la nutrition, l'Australie, c'est quand même le havre pour la question. Ou à Berkeley, faire un programme entrepreneurial qui pouvait potentiellement être incroyable, peut-être créer ma boîte, donc ça a été vraiment difficile parce que je ne savais pas de quelle vie j'avais envie. Enfin, tu vois, j'avais l'impression vraiment que j'étais en train de choisir plutôt ma vie plutôt qu'un an, en fait. C'est normal, les étudiants, qui sait. Moi, en tout cas, je me suis mis dans les études en mode on verra plus tard, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Tu as choisi quoi, du coup? Et du coup, j'ai eu la réflexion de me dire, bon,
qu'est-ce que j'ai envie le plus maintenant, pas dans 10 ans, pas voilà. Et donc c'était Berkeley, et donc je suis allée à Berkeley en 3e année. Expérience que je n'ai pas du tout aimée. J'en ai parlé sur mes réseaux. J'ai fait une vidéo à l'époque du confinement là-dessus. Ouais, c'était en fait très go big or go home. Et c'était très entrepreneurial, mais en mode Silicon Valley, quoi. Et dans la tech. Et en fait, c'était pas moi, quoi. Tous les stéréotypes un peu qu'on peut... Tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. C'était culture genre... américaine en plus, tu travailles tout le temps, tu dors pas, je sais pas comment ça se passe exactement. C'est ce que ça me renvoie, moi. C'était ça. Et puis, en fait, je pense que le programme en soi n'était pas... je trouve que c'était un peu fabriqué. En gros, c'était vraiment... Ils voulaient créer des machines à start-up, tu vois. On était que des étudiants de grandes écoles et on devait, en fait, créer une boîte ensemble. Alors, on pouvait former des groupes. Mais donc déjà, moi, j'ai fait la croix et la bannière pour que ce soit mon projet qui soit retenu, parce qu'en fait, j'étais pas venue là pour au final bosser pour le projet de quelqu'un d'autre. Donc tu vois, ça déjà, j'étais pas vraiment au courant. Et donc j'ai réussi à faire en sorte qu'on bosse sur mon projet. Mais comme il devait forcément avoir un aspect tech, en gros, à l'époque, j'avais proposé un chatbot qui, donc c'est assez novateur il y a 4 ans, un chatbot qui permettait de donner des recommandations sportives et nutritionnelles, enfin un peu un coach, mais en chatbot, tu vois. Ouais. Et bref, en gros, ça m'a pas plu parce qu'en fait, j'ai découvert que être entrepreneur n'était pas égal à être heureux et qu'en fait, pour moi, la recette du bonheur, c'était faire ce qu'on aime chaque jour. Et depuis, je garde vraiment ça en tête, c'est-à-dire que sur le papier, il y a un job qui peut nous faire rêver, il y a une situation qui peut nous faire rêver, mais si au quotidien, c'est pas ce qu'on aime faire, on sera pas épanoui sur le long terme. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment réalisé un peu ce qui me plaisait, et c'est plus l'aspect créativité et l'aspect création que l'aspect tech ou commercial ou business même, tout simplement. Hein. Et je pense que c'est une force de m'en être rendu compte, donc je regrette pas cette... Enfin, je dirais pas mauvaise expérience, mais en tout cas, cette expérience déceptive. Et donc, je reviens à Paris après. Tu vois, je m'étais même dit que peut-être j'allais arrêter Sciences Po, après Berkeley, parce que j'allais lancer ma boîte, etc. Au final, je suis très contente de revenir en master à Sciences Po, donc en master communication et industrie créative. Et c'est là où, en effet, ça a été quand même 2 ans compliqués. Tu vois, je garde un très bon souvenir de mes études de manière générale, mais j'ai beaucoup plus travaillé dans mes études les 3 premières années qu'en master, où au final, bah, tu vois, à l'époque, je devais avoir 250 000 abonnés. Et en fait, c'est là où que sur Instagram. Hein, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais faire à fond la création de contenu parce que j'adore ça. Je commençais à en vivre. Et donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube à ce moment-là. J'ai lancé mon podcast quelques mois après. Et ouais, en fait, après, ça s'est goupillé assez facilement. Du coup, c'est comme j'ai commencé à gagner ma vie pendant mes études, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire le choix de est-ce que je prends le risque de sauter, de faire le grand saut, quoi. Donc moi, c'est vrai qu'à la fin de mes études l'année dernière, je gagnais ma vie, j'avais 2 boîtes et j'avais des employés. Donc voilà, j'ai fait ça en parallèle et c'est un conseil que je donne aux gens. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont encore dans les études, en fait, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et au pire, c'est l'apprentissage, quoi. Parce que quelque chose que je me demande, c'est tu as été attiré du coup par ce côté entrepreneurial, plutôt peut-être le côté party life en Australie, vie d'étudiante, qui est généralement plus la préoccupation des gens de ton âge à l'époque, comme moi aussi j'ai eu un choix, je suis allé en Australie, c'était plus pour faire la fête aussi. Ouais, j'étais à Sydney. T'étais où ? À Sydney, cool. Pour mon dernier semestre de master du coup. Ouais, du coup j'y suis jamais allée, j'aimerais bien y aller une fois quand même. Tu auras l'occasion, je pense. Et t'as l'impression que ça vient d'où cette fibre entrepreneuriale? Est-ce que toi tu es plutôt de l'école, on dirait on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? Est-ce que tu fais une distinction entre l'entrepreneuriat, la création? Comment est-ce que tu es tombé là-dedans mentalement? Parce que c'est quand même pas n'importe qui se dit tiens, l'entrepreneuriat ça me chauffe, Silicon Valley ça me vend du rêve, si ça se trouve je vais ressortir, j'aurais commencé mon empire. Ça vient d'où ça? Tu sais? Écoute, je pense qu'il n'y a pas une raison unique. Je pense que les podcasts ont beaucoup joué. J'écoute des podcasts depuis que j'ai 18 ans, enfin même 17 ans. Donc, en fait, c'est vrai que ça ouvre énormément le champ des possibles. Et moi, c'est vrai que j'écoute... à l'époque, il y avait quasiment que des podcasts américains, donc j'écoutais quasiment que des podcasts américains qui ont des vies américaines. Et du coup, je pense que vraiment, ça m'a déjà enlevé des barrières que j'avais forcément du fait de la culture dans laquelle on évolue. Et donc c'est vrai que d'entendre les parcours hyper inspirants de personnes qui avaient fait leur choix,
qui s'étaient écoutés, qui avaient pris le pouvoir de leur vie, et c'est pour ça que j'appelais mon podcast In Power. En fait, je pense que ça a été vraiment déjà une graine non négligeable. Et après, j'ai suivi un super cours en 2e année à Sciences Po qui s'appelait Initiation à l'entrepreneuriat. Donc, je sais pas pourquoi, tu vois, là, je pense que c'est aussi le hasard, tu vois, par curiosité. Aussi, ouais. Et on avait des entrepreneurs qui venaient partager leurs projets chaque semaine, donc grosse dose d'inspiration. Et donc là, je me dis, en fait, je vais créer une émission à Sciences Po qui va s'appeler Sciences Po Valais pour montrer qu'en sortant de Sciences Po, on n'est pas obligé de faire de la politique et qu'en fait, il y a des gens qui font le choix de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs grâce à ça. Et c'est vrai que toutes ces personnes m'ont un peu conforté dans l'idée que c'était une voie dans laquelle je pourrais être épanouie. Et pour répondre à ta question, je pense qu'on est un peu entrepreneur, qu'on le devient beaucoup, mais ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas quelque chose à la base. Je ne sais pas si c'est de naissance ou d'acquis du fait de l'enfance, mais c'est sûr que je vois très bien que ma sœur jumelle, c'est pas son délire, et c'est ma sœur jumelle. Donc je pense qu'il y a un côté où, je sais pas, moi j'ai toujours détesté l'autorité, j'ai toujours aimé faire. Je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais justement avec ma sœur jumelle, j'avais créé ma première entreprise à 7 ans. J'exagère, mais c'était Louise et compagnie. Le et compagnie, c'était Camille, ma sœur. Mm-hmm. On faisait des massages qu'on faisait payer à nos parents. Ah ouais, premier business à 7 ans. Premier business. Petit business de massage. Et c'était vraiment, j'étais horrible. Non, mais j'étais stratégique parce que c'était 5 € le dos et 2 € les pieds. Et c'est Camille qui faisait les pieds. Donc vraiment là, déjà une bonne chef d'entreprise. Voilà, finalement, ça me paraissait tout à fait normal, tu vois. Et donc je pense que voilà, il y a un côté vraiment de personnalité. Vraiment. Et tu vois, même je pense, là, moi, de mes 3 années d'expérience entrepreneuriale, je pense que je suis pas l'archétype le plus représentatif de l'entrepreneur. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus entrepreneurs que moi dans l'âme. Je me considère beaucoup plus comme une... disons que je m'épanouis plus, moi, dans le journalisme que dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que l'entrepreneuriat, faut pas oublier, c'est 99% de problèmes. Et c'est à nous de trouver l'1% de solutions. Et en fait, il y a des gens qui s'épanouissent vachement là-dedans. Moi, perso, ça me fait chier les problèmes. Tu vois, moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est créer. C'est imaginer les collections, c'est imaginer les événements, c'est imaginer les campagnes de communication. C'est pas résoudre les problèmes. Oriane, énorme big up à Oriane qui travaille avec moi maintenant sur Je ne sais quoi, elle kiffe. Elle kiffe. Je ne sais quoi, donc ta marque. Ma marque de sous-vêtements. C'est ça. Exactement, éthique et inclusive. Et en fait, j'apprends aussi à l'accepter parce que je pense qu'il y avait aussi une partie de moi qui voulait être entrepreneur pour l'image que ça renvoie et que ça renvoie à moi-même avant tout, une espèce de revanche sur la vie que j'avais à prendre. Et en fait, j'apprends à me dire, j'adore l'entrepreneuriat, donc je continuerai toujours. Mais si je suis très honnête avec moi-même, ce que j'aime faire chaque jour, c'est réfléchir, parler et écrire. Voilà, moi, c'est là où... j'ai aussi écrit un essai qui est sorti cette année, et je l'ai écrit en août 2021. C'était le meilleur mois de ma vie. Vraiment. Je pourrais pleurer en y repensant, tu vois. C'était vraiment ouf. Et du coup, je fais vraiment attention maintenant. Alors, bien sûr, la réalité, même quand on est entrepreneur, on ne fait pas forcément ce qu'on veut tous les jours. Donc, bien sûr que j'ai des obligations. Vas-y, interviens, parce que là, je fais un monologue. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'acquiesce, effectivement. Écoute, je sais pas si tu étais en train de dire quelque chose. Pardon, comme j'ai vu que tu allais parler, je me suis dit non, Louisa, tais-toi. Je t'écoute. Mais en fait, non, j'allais dire que voilà, on fait pas forcément non plus ce qu'on veut, même si on a la chance quand même d'être assez maîtresse et maître de notre emploi du temps. Mais voilà, là, ça fait 1 an que j'ai pas eu l'occasion d'écrire vraiment parce que. À part mes légendes Instagram, tu vois, et c'est déjà ça, mais parce que la réalité d'une boîte, c'est que t'as des collections à sortir, t'as des personnes avec qui tu travailles qui ont besoin de toi. En plus, j'ai eu le malheur, je sais pas si Oriane écoutera cette interview, mais j'ai eu le malheur de dire à Oriane à un moment, non mais en vrai, moi, mon emploi du temps, c'est le premier qui me propose qui a le rendez-vous. Donc en fait, elle a bloqué dans mon agenda des énormes plages de travail sur différents sujets. Donc voilà, il y a une réalité, notamment en plus quand on est créateur de contenu, où, qu'on se le dise, on n'a pas vraiment de week-end. Donc voilà, mais j'en ai conscience, ce sont des choix, c'est-à-dire que j'ai adoré écrire mon livre, maintenant je veux vraiment développer aussi ma boîte, j'en ai 2, mais du coup je ne sais quoi, les sous-vêtements, et continuer la création de contenu, donc le livre ce sera peut-être pour une période plus calme, ou quand on sera encore plus nombreux chez je ne sais quoi, mais en tout cas ce sont des choix réfléchis.
Et tu as parlé de passion un petit peu avant, c'est un sujet que j'aime bien. La passion, est-ce que ta première passion, ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a lancé dedans? C'était la création, le partage, peut-être? Comment est-ce que ta passion a évolué au fur et à mesure? Est-ce que tu as l'impression que tu as cultivé différentes passions? Parce que ça se voit que tu es quelqu'un de passionné, tu vois. Tu es assez jeune, j'ai l'impression. Enfin, moi, je baigne là-dedans, hein, un peu comme toi aussi, tu vois. Moi, je suis là, ok, j'ai 30 ans, je suis vieux, tu vois. 30 ans, je sais à peu près ce que je vais faire de ma vie, mais je l'ai su seulement à 29 ans, tu vois. Et on oublie qu'il y a des gens à 55 ans qui se cherchent encore, et c'est normal. Mais quelle a été ta relation avec ta passion? Comment est-ce que cette passion a été disséminée dans les différents projets que tu as faits? Est-ce qu'elle a évolué? Parce que moi, en fait, pour te poser le contexte, en fait, j'ai commencé parce que j'étais passionné du sport. Et ensuite, le sport, c'est devenu le support de ma passion qui était la création. Ça a un peu évolué comme ça. Je ne sais pas quelle a été ta relation avec ça. Et est-ce que tu as été drivé par la passion? Je pense que oui, on est forcément d'une manière ou d'une autre drivé, soit par une passion, soit par un sens, quel qu'il soit. Moi, je pense que ça a été un peu les deux. Et je ne suis pas tellement une advocate des passions, ou en tout cas de la vocation, que je trouve assez culpabilisante. C'est-à-dire que quand tu as 17-18 ans et qu'on te demande non, mais c'est quoi ta passion dans la vie ou c'est quoi ta vocation, en fait, c'est hyper paralysant parce que si tu n'as pas un truc qui se démarque, tu te dis ok, je vais passer ma vie malheureuse à faire un job que j'aime pas. Je pense que faut vraiment se fier à cette phrase, faire ce qu'on aime chaque jour, ou il y a une autre façon de le dire, qu'est-ce que je ferais même si j'étais pas payée pour le faire? Alors oui, ce ne sera pas forcément possible tout de suite. Il y a une réalité financière qui est évidente, mais je pense que ça peut se développer en parallèle, ce qu'on appelle les side hustles. Tu vois, moi, ma première passion, c'est la lecture. J'ai pas décidé d'en faire mon métier. Je voulais être bibliothécaire, tu vois, quand j'étais petite. J'aurais lu toute la journée, ça aurait été chouette. Mais il y a un autre aspect de ma personnalité qui n'est pas forcément une passion, qui est une réalité, qui est que j'ai beaucoup d'énergie et que j'aime faire beaucoup de choses. Et je pense que je me serais fait chier si j'avais été bibliothécaire. À l'inverse, il y a peut-être des personnalités beaucoup plus calmes et tranquilles qui sont hyper épanouies dans ce métier-là. Donc je pense que la passion n'est pas le seul critère à prendre en compte quand on réfléchit à la voie qui va nous épanouir. Je pense qu'il y a vraiment plein de paramètres de notre personnalité qui sont à prendre en compte. Et donc, si tu veux, moi, là, à un moment, le fitness ou le sport, ça a été une de mes passions. Mais à l'inverse de toi, je pense que j'aurais pas pu en faire un business. C'est-à-dire que ça cochait pas assez de cases dans mon espèce de roue interne où en fait, tu vois, moi, à un moment, je sentais que je manquais de profondeur en parlant de sport et j'avais besoin de retrouver un peu de ça et d'engagement notamment. Et donc, en fait, sur les réseaux, au début, je parlais de sport et puis au final, j'ai parlé d'acceptation de soi, de body positive, d'injonction faite aux femmes pour au final parler de féminisme, de droits des femmes. Et en fait, là, je suis plus épanouie en parlant de tout ça parce que le sport était une passion, mais pas ma vie. Et je sais que je fais partie des personnes qui, du coup, ne pourraient pas consacrer leur vie à une passion. J'ai besoin d'avoir, tout comme j'ai besoin d'avoir et une marque, et la création de contenu, et écrire. En fait, je sais que, tu vois, il y a un peu cette dichotomie entre être expert... Exact, et être polyvalent. Et être polyvalent. Je sais pas s'il y a un terme, mais bon, moi, je sais que je suis pas du tout l'experte dans le schéma. Généraliste. Voilà, moi, je suis beaucoup plus généraliste. Et ne parler que d'un sujet... Sauf si c'est pour un mois, comme je l'ai fait en écrivant mon livre sur les injonctions faites aux femmes, ce serait pas possible. Et donc, ouais, pour la passion, je pense que c'est pareil. Je pense qu'elle a évolué avec moi aussi. Tu vois, là, pourquoi je parle moins de corps après avoir parlé de fitness, c'est parce que j'ai fait la paix avec mon corps et donc j'ai besoin de parler d'autres choses. Et donc, je pense que c'est assez sain de se dire que nos passions peuvent évoluer avec nous, de ne pas se sentir enfermé par un sujet et surtout de connaître les autres paramètres de notre personnalité qui font que... il y a peut-être des personnes qui sont passionnées, je sais pas, d'écriture, mais ils ont une personnalité qui vont faire que la sécurité pour eux est vraiment très importante et c'est ça qui va leur permettre d'être épanouis dans leur vie et tranquilles. Et du coup, ils vont pas tout plaquer pour devenir écrivain, tu vois. Ce qui est sûrement pas une très très bonne idée non plus, effectivement. D'ailleurs, qu'on recommanderait peut-être pas. Ils ont peut-être un 9 to 5 dans lequel ils se sentent bien. Et puis ils écrivent peut-être pour le plaisir, sans la pression de est-ce que je vais vendre des livres ou pas. Et je trouve que c'est important à prendre en compte aussi. Et qu'on ne met pas assez en avant dans notre société qui glorifie beaucoup, de plus en plus, l'entrepreneuriat. Et voilà, je suis entrepreneur, donc je décris pas que ça présente des avantages et que ça peut aider des gens. C'est différent surtout, à mon sens. Mais voilà, je pense que ça peut être dangereux. Et franchement, j'utilise le terme dangereux
pour des personnes qui y voient une forme je sais pas, d'apothéose ou que ce soit salvateur, alors que ça peut... Enfin là, récemment, j'en connais un qui s'est suicidé, tu vois. Donc, genre, je pense vraiment que c'est hyper important de faire des choix réfléchis et en sondant pas uniquement le critère de la passion. Mmh. D'autant plus que la passion, c'est très bien d'avoir son side hustle, comme tu dis, quelque chose qu'on fait pour le faire et pas pour un autre but peut-être de gagner sa vie, on dira. Mais il s'avère que de temps en temps, que ça soit voulu ou non, on en vient à vivre de sa passion. On pourrait dire que c'est ton cas. Oui, moi, je pense que c'est le mien aussi. Est-ce que lorsque tu as commencé à vivre de ta passion, ta relation avec cette passion a changé? Est-ce qu'il y a eu une connotation un petit peu travail? Parce que forcément, tu le dis, tu l'as dit plusieurs fois déjà, je l'ai relevé, ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu veux. Tu as envie de faire ce que tu veux quand tu te réveilles. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est ma philosophie la même. Sauf que la plupart des gens, on peut pas, enfin toi et moi non plus, on peut pas nécessairement juste se lever et faire ce qu'on veut. D'autant plus quand on gagne notre vie en faisant ce qu'on a envie de faire également. Il y a évidemment une différente part de choses là-dedans. Comment est-ce que toi, tu as jonglé avec ça derrière quand tu t'es dit, parce que du coup, tu as terminé tes études, avec tout ce que tu jonglais à côté, et tu es directement devenue indépendante. Je suppose que tu n'as jamais travaillé du coup pour quelqu'un, peut-être pas prêt de se produire, mais vivre pour toi-même, asservir en quelque sorte tes passions aussi pour gagner ta vie, est-ce que ça les a influencés? Je pense que oui, pas au sens où peut-être on peut l'imaginer, c'est-à-dire que j'ai pas été dégoûtée par le sport parce que j'en ai fait au début vraiment le sujet principal de mes prises de parole, ou par les droits des femmes, tu vois, ces intérêts-là sont toujours présents et ont toujours été présents. Et je dirais que c'est plus le rapport à la performance qui a été difficile, parce que en fait on est un peu... c'est bien beau de dire je parle de ce que j'aime sur les réseaux sociaux, oui, mais il faut que ça parle, sinon en tout cas c'est pas ton métier. Donc moi ça a été un peu me détacher de ça, en tout cas de réaliser que je pourrais jamais m'en vouloir d'être sincère et de faire des choses qui me parlent, pas forcément parce que ça marche, mais parce que j'ai envie d'en parler. Et donc en fait c'est un équilibre à trouver, parce que oui, à un moment il faut que ça marche si jamais tu veux en vivre, mais je dirais que c'est la seule chose qui a pu assombrir le tableau. C'est que parfois tu te dis, je sais pas, tu veux couper un week-end ou tu t'as plus d'inspiration, là t'as une pression qui vient où c'est plus du tout que du kiff, c'est de la pression en fait, tout simplement. Donc en ça je pense qu'on est un peu pareil que des artistes, ou voilà, des chanteurs, des chanteuses qui vivent de leur art. Oui, mais en fait, en attendant, ils doivent quand même délivrer des nouveaux albums, ils doivent faire des concerts, ils n'ont pas forcément toujours envie, ils ne sont pas forcément toujours en forme pour, mais on a des obligations, quoi. Et c'est le prix à payer pour faire ce qu'on veut, je pense. Donc, pour l'instant, ça va, tu vois, je touche du bois, je le vis quand même bien. Peut-être le fait que j'ai ces différents canaux me permettent aussi de souffler un peu par rapport à une plateforme ou une autre, et de me renouveler aussi avec les formats qui évoluent. Mais c'est vrai que j'ai cette conscience qu'on est quand même un peu soumis au bon vouloir des plateformes ou des personnes qui nous suivent. Donc c'est là où on fait ce qu'on veut, oui, dans une certaine mesure. Ouais, effectivement. Et il faut trouver... C'est marrant parce que moi, je trouve un petit peu là-dedans cette dualité entre ça y est, maintenant je peux faire ce que je veux, mais j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai énormément de choses à faire, je suis très content. Très exigeant avec moi-même, donc j'ai toujours envie de faire des choses, j'ai toujours envie de bouger, je n'ai pas envie de stagner, de me sentir, régresser pas, mais en mode, ok, maintenant j'ai ça, il faut que je me sois stimulé par un autre axe de progression, un autre projet, un autre truc. Tu vois, tu me dis, le sport, t'as fait le tour. Moi, j'ose pas le dire, parce que comme tu l'as dit, il y a mon business, il est autour de ça. C'est pas que j'en ai fait le tour, c'est que d'un point de vue purement passion personnelle, moi, je n'ai pas envie d'être réduit non plus en tant que créateur ou d'être humain. Alors moi, j'ai juste parlé de sport. Allez, on va faire les bras 14 fois par semaine pour toujours. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast aussi, pour avoir des discussions intéressantes et raccorder ça aussi au travail, pour que ça puisse faire partie de gagner ma vie. Toi, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, que tu es plutôt
un petit peu aussi en mode rentre dedans, on y va, on bouge, il faut que ça bouge, on s'arrête pas. C'est l'impression que ça renvoie aussi, parce que rien qu'énumérer tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, les choses avec lesquelles tu as jonglé, est-ce que des personnes, d'un point de vue extérieur, pourraient se dire « Ah, mais en fait, elle en fait trop, elle va se brûler ». Est-ce que réellement c'est bon pour elle? Est-ce qu'elle prend soin d'elle quand même? Est-ce que en fait, le burn-out de l'entrepreneur passionné n'est qu'un mythe? C'est un truc que moi je m'étais dit pendant un certain temps aussi. Tiens, mais en fait, si t'aimes ce que tu fais, tu peux pas trop en faire. Est-ce que tu as eu comment est-ce que tu jongles avec ça? Parce que je suppose que tu as des catégories dans ta vie auxquelles tu alloues ton temps. Ouais. C'est avant tout c'est avant tout un choix avec soi-même, et là aussi en se connaissant. Il y a plusieurs facteurs qui, à mon avis, entrent en compte. Il y a l'âge, il y a l'énergie qu'on a, notre état de forme, notre état de santé. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Je pense que j'aurais pas forcément la même énergie dans 10 ans. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je m'épanouis vraiment dans l'accomplissement. On le juge si on le veut, hein, mais voilà, tu vois, moi, j'en suis à un stade où je vais pas m'excuser pour ça. Si j'ai conscience que ça convient pas du tout à tout le monde, c'est un équilibre qui m'est propre. Et c'était le cas aussi quand j'avais cette phase de ma vie où j'étais très investie dans le sport, dans la nutrition. En fait, c'était pas équilibré, mais c'était mon équilibre. Ton déséquilibre, comme voilà, j'aime bien dire. C'est clairement, c'était mon déséquilibre équilibré, tu vois. Et disons que là, c'est peut-être le cas aussi. Après, je le dis souvent, je dors 8 heures par nuit, je fais rarement des nuits blanches, extrême cas de force majeure. Je pense vraiment pas être dans un extrême. Je suis juste dans une situation où je suis épanouie par les projets que je mène. J'en mène plusieurs, donc j'essaie d'assurer au maximum. Mais j'ai conscience que je n'y laisserai pas ma vie. Mais à l'inverse, tu vois, je le disais là, je crois que tu étais là quand je disais ça en off avant qu'on arrive. Cet été, j'ai fait un voyage en Amérique et en Amérique latine, au Costa Rica. Et après, en fait, j'ai écourté mon voyage au Costa Rica pour rentrer à New York. Parce que juste, j'étais pas dans mon élément, tu vois. C'était les vacances Costa Rica? Ouais. Ah oui, d'accord. T'as écourté les vacances? Ouais, mais New York, c'était vacances aussi. Hein. Oui, mais juste, j'avais besoin d'être dans un environnement dynamique, oui, tu vois. Je comprends. Et je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur à poser là-dessus. Tout comme je ne jugerais pas quelqu'un pour qui c'est l'inverse. En fait, je m'épanouis vraiment dans le dynamisme, dans l'activité, dans le faire. Et en fait, si tu m'enlèves ça, non, je suis pas bien, quoi. Peut-être, il y a peut-être un truc de thérapie derrière, j'en mène une, vous inquiétez pas, mais je trouve aussi qu'on a tendance à stigmatiser peut-être ces personnes-là, alors que d'autres non, peut-être l'extrême inverse non. Je pense qu'il n'y a pas de stigma à avoir tant que les personnes sont bien dans leur peau, que ça fait de mal à personne, qu'elles ont conscience, tu vois, moi j'ai totalement conscience du rythme de vie que je mène. Je pense que ça peut faire de mal à personne, et voilà, si dans 5 ans, je me rends compte que j'ai envie de ralentir, que en fait ça m'épanouit peut-être plus de faire qu'écrire, je m'écouterai, ça c'est sûr. Mais écoutez-vous avant d'écouter les autres. Ouais, tu as mentionné être bien dans sa peau, se connaître un petit peu, tu l'as dit. Tu donnes cette impression, justement, enfin, pour moi, c'est extrêmement important. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est justement de réussir à comprendre un peu qui je suis, qu'est-ce que je veux, parce que c'est la seule façon d'être un petit peu en paix, justement, avec ce qu'on fait. Et peu importe, on dira ce qu'en pensera quelqu'un d'autre, peut-être. Est-ce que toi, pour généraliser un peu la chose, après tu lui donnes la forme que tu veux, est-ce que tu fais un genre de travail d'introspection? Comment est-ce que tu as l'air de savoir aujourd'hui ce que tu veux, qui tu es, c'est l'image que tu renvoies. Évidemment, on n'a jamais fini de se connaître. Mais il y a un travail qui peut se faire. J'ai l'impression que tu l'as commencé assez jeune. Est-ce que c'est un travail conscient que tu as fait, d'essayer de « Ok, mais moi, je suis comme ça, je le sais ». C'est pas facile. Il y a plein de gens, ils nous écoutent et ils savent pas, en fait. Qui suis-je? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire tous les matins, etc. Comment est-ce que toi, c'est entré là-dedans? Est-ce que c'est un travail conscient de te faire des remises en question, des choses comme ça, ou est-ce que c'est naturel? C'est un peu des deux, dans le sens où, je l'ai partagé juste avant, les podcasts m'y ont beaucoup aidé, sans forcément que ce soit ma volonté première. Je pense qu'au début, c'était juste de la curiosité, mais il s'avère que, je sais pas, j'allais dire un chiffre, mais en fait, j'en sais rien, mais j'ai dû en écouter vraiment plusieurs centaines. Et ça a forcément un impact sur toi, sur ta réflexion, sur ton inconscient,
Donc ça m'a aidé à déconstruire. Et je trouve que déconstruire aide beaucoup à construire. C'est qu'en déconstruisant les idées que mes parents avaient pour moi, les idées que la société avait pour moi, ou voilà, moi-même les idées que j'avais pu construire pour moi, j'ai pu les confronter à d'autres parcours, à d'autres réflexions. Et je trouve que c'est en sachant ce qu'on ne veut pas qu'on arrive vraiment à trouver ce qu'on veut. Donc personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à me dire, j'écoutais des parcours, je me disais non mais ça moi je pourrais jamais, ou au contraire oh là là mais ça me donne vraiment envie. Pourquoi ça me donne envie? Tu vois, là je pouvais creuser un peu consciemment. Et après j'ai fait un peu un travail d'introspection conscient Ouais. L'année dernière par la force des choses dans une période très difficile de ma vie et qui enfin n'a mené à rien, c'est exagéré, mais en tout cas m'a vraiment fait relativiser l'impact du développement personnel dans notre bien-être. En tout cas, si les questions de santé mentale. C'est-à-dire que, comme dit souvent mon psy, le développement personnel et la psychologie positive, c'est super pour le 80% des personnes qui vont bien. Pour les 20% des personnes qui ont des difficultés, des problèmes, des traumas, autres, en fait, t'auras beau te demander, faire 10 000 retraites de yoga, de méditation, des vipassana, tu ne vas pas trouver la paix, en fait, si jamais t'as vraiment un problème. Donc non, moi, j'ai été un peu déçue de ce milieu de l'introspection. Voilà, pour moi, ça répond à des questionnements intérieurs, j'ai envie de dire légers. J'ai pas envie de froisser quelqu'un, mais en tout cas qui nécessite, il y a pas d'enjeu vraiment j'allais dire de vie ou de mort, j'exagère, mais presque. Pour moi, c'est sympa si on veut juste essayer d'y voir plus clair, on hésite peut-être où on est, et là, à ce moment-là, en effet, que ce soit les podcasts, que ce soit une thérapie, que ce soit un coaching, tout ça peut aider, mais pour moi, il y a vraiment de nombreux cas où comment dire, les livres peuvent nous donner des espoirs plus qu'ils peuvent nous donner des réponses. Ouais, d'accord. Bon, après, ouais, il y a une différence justement entre chercher la réponse de qui on est dans des ressources extérieures, comme il faut que je fasse cette retraite, il faut que j'aille méditer au Tibet pendant 3 semaines et ça va résoudre tous mes problèmes, sachant qu'on peut probablement commencer à creuser la chose depuis la maison tout seul, mais que c'est moins encadré et plus intimidant également, je pense. T'as l'air d'avoir extrêmement confiance en toi. Est-ce que je me trompe? Écoute, c'est une bonne question. Ça me fait penser à la question de Léa Salamé dans Femme puissante. Elle commence en disant aux personnes qui reçoivent, est-ce que vous êtes une femme puissante? Et t'as genre 99% des femmes qui disent non, ou je ne crois pas, ou qui tournent autour du pot. Parce que pour une femme, ça va être difficile de dire oui. Tu vois, et même si là, c'est pas puissante, c'est confiance en soi. Même pour une femme, dire j'ai confiance en moi, ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la féminité. Donc je vais le dire, rien que pour for the women who are listening, on peut, en fait, la réponse que j'allais dire, c'est je n'ai pas confiance en moi. Mais donc en fait, dis-le par l'affirmative, Louise. J'ai confiance en moi. Ça ne veut pas dire que je crois tout savoir ou que j'ai pas encore des zones où je dois progresser. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et pour moi, la confiance en soi, en fait, c'est assez conditionnel, malheureusement. Tu vois, voilà, j'ai pas une confiance en moi inconditionnelle. C'est-à-dire que l'année dernière, et j'en ai parlé, le dernier épisode d'Entourage que j'ai fait, c'est sur la santé mentale. Quand j'étais vraiment dans le mal l'année dernière, j'avais plus du tout confiance en moi. Et je me sentais défaillante. Et donc, en fait, je pense que moi, comme beaucoup de personnes, même pas, j'allais dire femmes, mais femmes comme hommes, on peut conditionner notre confiance en soi à soit notre réussite, soit notre apparence physique pour beaucoup, soit notre... et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à dire j'ai confiance en moi, parce que tu m'enlèves certaines choses dans ma vie, j'ai plus confiance en moi, tu vois. Donc, est-ce que c'est le propre de la confiance en soi? Je ne sais pas. J'aimerais arriver au stade où un jour, je peux dire j'ai confiance en moi, quoi qu'il arrive, tu vois. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et t'as l'impression d'avoir, entre guillemets, pas assez diversifié tes sources de confiance en toi? Ou c'est juste une observation comme quoi, ok, alors tu m'enlèves ça, voilà, ça va être chaud. Est-ce que tu te sens menacée par ça? En fait, le sujet de mon livre, c'est un peu la valeur, où se trouve notre valeur en tant que femme. Et la conclusion, c'est qu'elle ne repose pas dans notre apparence physique,
Et puis, voilà, il y a d'autres conclusions aussi. Mais en tout cas, je me dis, j'ai réalisé que ma valeur ne reposait pas dans le paraître, mais j'ai pas encore réalisé qu'elle n'était que dans l'être. Pour moi, elle est encore dans le faire. D'accord. Elle est encore dans le faire. Et ça, même si ça me va, pour l'instant, c'est vrai que j'aimerais bien arriver au stade où... Enfin, tu vois, demain, imagine, j'ai un accident, je suis paralysée. Là, je peux te dire, c'est la dépression de l'année, hein, du siècle même. Parce que j'aurais l'impression de ne plus rien valoir. Donc, j'ai conscience de cet écueil. Ok, ouais. Après, le fait d'en avoir conscience ne m'aide pas, comme je l'ai réalisé l'année dernière. Parce que c'est pas parce que j'essaye de ralentir ou que j'essaye de le travailler en thérapie que ça change. Donc, tu vois, je suis plus dans un état d'esprit. C'est un terme qui est difficilement traduisible en anglais, c'est unapologetic. Tu ne t'excuses pas? Je ne m'excuse plus d'être qui je suis. D'accord. Et si je suis quelqu'un qui, pour l'instant, m'épanouit dans l'accomplissement et conditionne ma confiance en soi, eh bien, soit. Pour l'instant, ça me va. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre voie. Et c'est un travail en progression. Ça me semble extrêmement bien. Enfin, tu sonnes un petit peu, malheureusement, c'est uniquement en accomplissant des choses incroyables que je prends confiance en moi, mais c'est génial. Enfin, ouais, mais moi j'admire, tu vois, j'ai reçu 3 fois, c'est le seul invité qui est venu 3 fois sur mon podcast. Après, ça fait 5 ans et demi que j'ai mon podcast, donc tu vois, il y a prescription. Jonathan Lehman, qui a créé les Antisèches du bonheur, qui est un ancien avocat d'affaires à Wall Street, reconverti en étudiant du bonheur. Et en fait, je l'admire, il le sait, parce que lui, il a fait reposer sa confiance en lui sur totalement autre chose, tu vois. Il a trouvé une espèce d'éveil, tu vois, que j'ai beaucoup cherché moi, ces 2 dernières années. Et en fait, voilà, la difficulté que j'ai eue avec ma santé mentale, donc en gros, mais j'en parle dans 2 vidéos YouTube que j'ai fait récemment, j'ai eu un phénomène d'ébullition mentale très, 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 très douloureux et difficile à vivre. Et en fait, j'ai vraiment essayé de trouver une espèce de rédemption dans la spiritualité qui t'explique un peu que, en fait, tous nos maux ont une source. En fait, un jour, tu dois accepter que tu dois prendre des médicaments, en fait. Et que la spiritualité, c'est bien beau, mais ça n'aide pas. En tout cas, ça n'aide pas tout le monde. Et donc, en fait, c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu en mode... je vais pas dire fuck that shit, parce que je sais que ça aide des gens. Et c'est super si ça vous aide. Mais en tout cas, moi, ça n'a vraiment pas été une source de réponse, alors que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, beaucoup de thérapies, beaucoup de trucs alternatifs. Et voilà. En tout cas, j'admire toujours Jonathan pour lui avoir trouvé une forme de paix, où tu vois, je sais que lui, s'il arrête de faire, et c'est un peu ce qu'il est en train de faire là, parce qu'il vient d'avoir un enfant, il est quand même OK avec lui-même, et il se donne de l'amour à fond, et il n'a pas conditionné l'amour qu'il se donne. Après, ça a nécessité des années de travail, tu vois. Mais moi, c'est juste que pour l'instant, voilà, je n'ai pas trouvé de réponse dans cette voie-là. Voilà, c'est peut-être pas le timing. C'est peut-être pas mon calling pour l'instant. Écoute, je l'accepte. Tu es jeune encore, hein. Fais l'ancien. Non, mais je dis pas que moi, je suis pas jeune. Ce que je dis, c'est que tu as 24 ans, 25 ans. Écoute, ça me semble évident que tu vas pouvoir avoir beaucoup d'autres expériences qui vont te modeler en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que personne qui va pouvoir dériver sa confiance en elle de certainement énormément de choses. Et pour moi, je trouve ça très, très bien, en réalité. La confiance, il faut la trouver quelque part, il faut la cultiver ensuite, tu peux la réallouer vers d'autres choses. Peu importe un petit peu, moi dans le sport, j'ai trouvé beaucoup de confiance au début et j'ai essayé de la réutiliser dans d'autres choses. Évidemment, il y a des domaines, on est moins en confiance, on se sent moins OK, allons, là, c'est plus trop mon territoire et tout. Mais ça viendra éventuellement en cours de route avec... C'est sûr. Les projets, les autres comme je t'ai dit, de toute façon, maintenant, je suis en mode unapologétique. Il me semble que ça se passe plutôt bien. Ce que je me demandais, c'est qu'avec cette attitude, on dira, de vouloir faire beaucoup et de savoir ce que tu veux et d'être assez, exactement comme tu le dis, unapologetic, généralement, c'est pas que c'est controversé, mais c'est un peu polarisant en mode, OK, on la remarque, cette personne qui ne s'excuse pas. Est-ce que tu as eu des personnes dans ton entourage qui n'ont pas compris cette façon de penser que tu avais, que tu as eu l'impression qu'ils t'ont peut-être freiné, qu'elles le veuillent ou pas, qu'elles voulaient ton bien ou pas? Est-ce que tu as eu des problèmes de relations sociales, peu importe, ou même familiales, je ne sais pas,
de par ton parcours, ta façon de faire, de penser et de vouloir faire? Mais déjà, mes parents ne sont pas du tout comme ça. Donc oui, j'en ai aussi. Je pense que je ferai un épisode d'entourage sur le sujet de la famille, parce que je vois que quand j'en parle, j'ai plein de remerciements, parce que en fait, c'est un peu tabou, la famille. T'as pas trop le droit de dire que... Surtout quand ça s'est pas très bien passé. Ouais. C'est pas parce qu'ils m'ont donné la vie que je leur dois ma reconnaissance absolue ad vitam aeternam. Je ne m'entends pas avec eux, ils le savent. Après, mon père fait des efforts, ma mère non. Après, elle a une vie très compliquée, donc voilà, je l'excuse. Donc en fait, moi, j'ai une relation de respect avec mes parents, mais pas forcément plus que ça, parce que ils ne m'ont jamais soutenu, ils ne m'ont jamais encouragé, ils ne croyaient pas du tout en ce que je faisais. Donc, mais tu vois, je l'ai pas. Si tu veux, comme je me suis jamais entendue avec eux, ça n'a pas été une déchirure, une blessure. Enfin, tu vois, je pourrais faire un storytelling là-dessus, mais je choisis de pas en faire parce que ce serait déformer la réalité, quoi. Je veux pas dire que je me suis construit dans l'adversité, mais c'est juste que voilà, même mes parents n'étaient pas de mon côté. J'ai eu des relations compliquées avec eux. Après, pour moi, on n'a pas besoin de ses parents non plus pour... bien sûr, l'amour, hein, ça aide, et d'être soutenu, ça aide, mais ça m'a juste fait comprendre assez tôt que personne ne serait là pour le faire à ma place, et que, comme j'aime le dire, je prends moi-même ma chaise à la table. Donc voilà, ça m'a plutôt confortée dans l'idée que je voulais avoir de la personnalité, ne pas me laisser faire. Et écoute, ça dérange les gens, ben oui, bien sûr, surtout mes engagements féministes, ça dérange forcément, encore plus sur les réseaux sociaux. Mais en fait, si je me bats pas pour moi, je me bats pour toutes les femmes de ce monde, quoi. Donc j'ai vraiment arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. J'essaye plus d'être alignée avec moi-même et de faire ce que j'estime être la chose à faire. Et je sais pas, moi, je sais que moi-même, je préfère les personnes... en tout cas, je m'entends mieux avec les personnes qui osent dire ce qu'elles pensent. Et je suis désolée pour la Suisse, tu vois, mais j'allais dire, je suis pas la Suisse. Balance. Je suis pas la Suisse. Et franchement, franchement, je joue là-dessus parce que je sais que t'es suisse. Ouais. Non, mais en tout cas, moi, en tant que personne, voilà, la neutralité, c'est pas pour moi. Et franchement, je respecte les gens qui... Tu vois, je comprends, j'ai des amis, des très bons amis. Ma meilleure amie est hyper neutre comme personne. Enfin, dans le sens où, voilà, elle cherche pas les conflits, elle essaie de faire plaisir au plus de gens possible. Et peut-être pour ça qu'on est meilleure amie, tu vois. C'est que moi, je serai la personne, si on lui fait du mal, il passera d'abord sur moi, tu vois. Et j'aime ça. J'aime le fait de dire haut et fort ce que je pense. Et si ça veut dire déplaire, soit... Après, ce serait mentir que de dire que ça me fait pas mal. Ça me fait mal quand je déplais ou déçois. Parce que, en tout cas, par rapport à des engagements avec lesquels je suis alignée. Limite, tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui font partie des personnes qui ont une certaine image de la femme, qui doit correspondre à certains critères, en fait, je m'en fiche vraiment de pas être d'accord avec eux ou de leur déplaire. Mais quand ça va être ma communauté, par exemple, et que je vais décevoir... Ça, je vais très mal le vivre parce que je vais avoir un sentiment d'échec. Et ça, je travaille dessus parce que j'essaie de me dire, déjà, c'est normal que tu ne sois pas parfaite. C'est un truc qui est très difficile à emmagasiner. Pas parce que, consciemment, je veux être parfaite, je sais que c'est impossible, mais parce que j'ai du mal avec l'imperfection et le fait de ne pas tout faire bien. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de me dire, tu peux pas... je me rassure en me disant... Je m'auto-coach en me disant, tu peux pas te dire que c'est OK de déplaire à certaines personnes, mais pas à d'autres. Il faut juste que tu sois OK avec le fait de pas faire plaisir à tout le monde, et c'est pas ton job sur Terre. Donc c'est a work in progress. C'est super dur, ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être un people pleaser. OK. En quelque sorte. C'est dur, ça. Ouais. Je n'aime pas les discussions inconfortables, j'aime pas dire non aux personnes. Je suis de nature peut-être un peu trop gentil. Peut-être pour certaines choses, j'essaie de défendre mes intérêts et tout, mais c'est difficile, encore plus au niveau des réseaux sociaux, etc. C'est courageux d'être aussi engagé que toi, parce que je me doute que quand tu dis exactement aussi ce que tu veux, ce que tu sais, ce que tu fais, eh ben, tu reçois un petit peu de contre-coup, un peu, d'autant plus qu'aujourd'hui, le féminisme a quand même... Moi, j'ai l'impression qu'il est bien remonté, on dira, on en entend beaucoup parler.
Et forcément, avec les sujets d'actualité, tu vas 2 secondes sur Twitter et tu réalises très vite que ça part dans tous les sens. Est-ce que toi, tu prends beaucoup de retours de gens qui ne sont pas d'accord avec toi? Écoute, oui, c'est des retours que je choisis de ne pas regarder la plupart du temps. Donc, par exemple, TikTok, je regarde jamais mes commentaires. Tu vois, Aline, elle nous disait sur la table ronde. Ouais. Aline, elle nous disait qu'elle avait supprimé un TikTok suite aux commentaires. Moi, je sais que là, j'en ai plein. En plus, je parle de différents pays en ce moment parce que je fais ma série Être une femme en 2022, mais je la fais spéciale internationale. Parce qu'il y a quand même, en effet, beaucoup de droits qui ont été acquis en Occident, mais qui sont loin d'être acquis partout dans le monde. Et pour moi, le féminisme, c'est pas un féminisme blanc ou un féminisme occidental. Et donc forcément, tu as plein de gens qui du coup, je veux dire, prêchent pour leur paroisse, qui en tout cas parlent pour leurs convictions. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'on rejette les personnes qui pensent différemment de nous. C'est-à-dire que moi, les masculinistes, voilà, c'est pas ma came. Est-ce que je vais perdre mon temps à commenter leurs posts en disant que ce sont des connards? Non, je vais faire mon contenu pour montrer en quoi c'est dangereux d'avoir ce genre de discours et je vais pas perdre mon temps avec des personnes qui pensent pas comme moi. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on va taper sur les personnes qui pensent pas comme nous. Et je trouve que ça, c'est faire preuve vraiment de fermeture d'esprit. Oui, alors ça, c'est bien connu, c'est la nature même des réseaux sociaux, c'est de s'exposer à toute ta vie, pas toujours constructif, pas toujours agréable. Et ouais, comme je l'ai dit, c'est assez fort de réussir à dire exactement ce que tu penses. Et d'autant plus quand, justement, dans le contenu que tu fais, ça catégorise un petit peu, surtout que beaucoup de personnes vont se sentir exclues. Pas exclues, mais disons que tu vois, quand justement tu... en tant qu'être humain qui ne se prend jamais pour le méchant, lui-même, généralement, soi-même, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait... ça me concerne pas, pourquoi c'est généralisé, pourquoi on met tout le monde dans le même panier, etc. etc. Et d'un autre côté, comment changer les mentalités sur les problèmes où on a besoin que ça change sans dire les choses telles qu'elles sont? Ça, tu as tout dit. C'est une réflexion que je me fais par rapport aux réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Après, je la comprends, mais je la trouve dommage. J'en parlais encore ce midi avec la Fondation européenne pour le climat. Moi, je trouve ça dommage qu'en fait, le divertissement ait un poids tellement plus fort que l'engagement. Et ça se comprend parce qu'en fait, le divertissement, faire rire, ça peut parler à tout le monde. Être engagé, selon les convictions de chacun, ça touche forcément un spectre plus réduit, tu vois. Moi, je sais que j'aurai jamais 10 millions d'abonnés, et c'est pas grave parce que je le fais pas pour le chiffre. Mais c'est vrai que c'est dommage, juste en termes d'impact. Après, c'est ma vision des réseaux sociaux. Moi, je les utilise pour faire bouger les choses, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça dommage parce que, en gros, il y a des personnes qui pensent pas comme nous. Tu vois, même ne serait-ce que de consommer mon contenu. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas féministes qui pourraient me suivre. Or, ça va peut être le cas, en fait. Parce que les gens veulent suivre des personnes qui pensent comme eux. Mais en fait, c'est vachement sain de suivre des personnes qui pensent pas comme nous. Déjà, ça pousse à la remise en question, ça pousse à la réflexion, ça invite au débat. Et voilà, après, je me fais l'avocat du diable. Moi, je suis pas de masculiniste, tu vois. Mais je me renseigne quand même. Je regarde souvent des vidéos sur différents sujets, sur différentes opinions. Parce que le but, c'est... Moi, je prétends pas avoir la vérité avec un grand V. Je souhaite défendre les droits humains. Et en l'occurrence, l'oppression que j'ai connue, c'est le sexisme. Donc je parle de celle que je connais le mieux. Et je parle de plus en plus de l'environnement aussi, parce qu'à un moment, il va falloir que quelqu'un parle de la planète. Mais voilà, en tout cas, c'est ma vision des réseaux sociaux et de l'engagement. Et ouais, j'invite les personnes qui nous écoutent à peut-être étendre leur champ de personnes qu'elles suivent. Ça demande là aussi du courage, parce que ça demande à se confronter à de la différence. Mais je pense que de la différence... naît de la richesse. Donc ouais, j'espère qu'on en verra plus à l'avenir. J'aime penser que les gens qui écoutent ce podcast ont une certaine ouverture d'esprit. J'aime penser, j'idéalise peut-être un petit peu, je sais pas. Ça m'a fait penser à quelque chose que tu viens de dire, c'est justement comment est-ce que tu jonglerais peut-être entre le fait de j'ai envie d'avoir un très grand impact, en fait j'ai une cause qui me tient à cœur parce que j'ai envie que ça change, mais je n'aurai jamais 10 millions d'abonnés.
Mais est-ce que si, par exemple, on faisait la course à 10 millions d'abonnés pour ensuite avoir un plus gros impact, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a différentes écoles. Alors là, on change peut-être un tout petit peu de sujet, mais il y a différentes écoles en mode oh, il faut d'abord être riche avant de changer les choses, ou alors non, il faut changer les choses maintenant. Et puis, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas antinomique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas attendu d'avoir, là, à travers mes différents réseaux, j'ai à peu près 1 million d'abonnés, j'ai pas attendu de les avoir pour parler de ce qui me tient à cœur. Bien sûr, le fait que j'en parle maintenant m'ouvre des portes. La semaine prochaine, je suis au ministère de l'égalité homme-femme pour discuter de comment on peut agir concrètement pour les violences faites aux femmes. Ce ne serait pas le cas si j'avais pas ce réseau-là, donc cette audience-là. Donc c'est sûr, mais pour moi, c'est pas la bonne réflexion de dire je vais avoir 10 millions et ensuite je vais en parler, parce que déjà, de quoi tu parles en attendant ? Si tu parles d'autre chose, quand tu auras 10 millions, les gens ils vont partir en fait. Si du jour au lendemain tu commences à parler de féminisme ou d'écologie. Et je pense que, tu vois, une Camille Etienne, que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup, une activiste pour le climat, en fait, elle a choisi de parler de climat dès le début, en ayant des techniques et des codes à ses propres réseaux sociaux. Moi, je te le dis, l'année prochaine, elle a 1 million, tu vois. Elle a une croissance phénoménale et c'est tant mieux. Et elle n'a pas cherché à plaire. Hein. Elle est activiste, elle fait des grosses actions. Mais juste parce que, en fait, je pense que les gens, même moi, tu vois, on l'admire toutes et tous parce qu'elle fait ce qu'on n'ose pas faire. Et donc, on la suit pour ça et on la soutient pour ça. Et en fait, suivre, c'est déjà soutenir. Donc, tu vois, pour toutes les personnes qui se disent soit que eux, c'est pas leur mission ou qu'ils peuvent pas avoir un impact aussi important, 1, engagez-vous dans les assos, on a toujours besoin de personnes sur le terrain. Et 2, suivez des personnes qui vous inspirent ou qui partagent des combats qui vous tiennent à cœur. Parce que la voix que vous allez leur donner, c'est comme une espèce de vote. C'est moi, grâce aux voix, entre guillemets, que j'ai, que je peux aller voir les ministres. Et Camille Etienne, c'est parce qu'elle est très suivie qu'elle peut faire des gros coups médias pour empêcher des projets climaticides comme EACOP. Donc, je sais pas du tout de quoi on parlait à la base. Hein, mais oui, voilà, engagement et nombre d'abonnés. Pour moi, ça peut être complémentaire, tu vois. Parce que tu parlais justement du divertissement qui plaît à beaucoup de gens. On pourrait se dire, tu vois, les personnes les plus influentes sur cette planète aujourd'hui, c'est peut-être des pop stars un petit peu, tu vois. Si Justin Bieber, qui n'a pas été engagé dans sa démarche vers la gloire, commençait à changer, et certaines personnalités, justement, ont du mal peut-être à. Tu vois, Selena Gomez, derrière, c'est un super exemple. Je sais pas si j'ai pas regardé encore son documentaire, mais elle a suivi un documentaire My Mind and Me. Mm-hmm. Et moi, je l'admire beaucoup parce que elle est c'est une des personnes les plus suivies sur Instagram. Hein. Elle a genre 130 millions, un truc comme ça. Kylie Jenner, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Mais donc, à la différence de Kylie Jenner, elle a choisi de parler ouvertement de santé mentale. Elle a choisi de créer une association pour soutenir les personnes atteintes de différents troubles. Elle a une marque à côté de beauté responsable, ça c'est chouette, mais juste elle a créé une fondation sur la santé mentale, quoi. Et alors après, c'est son histoire personnelle qui a fait qu'elle en est amenée à le faire. Elle a une histoire vraiment très compliquée. Mais oui, moi, j'admire beaucoup. Et il y en a des personnes médiatiques, donc pour qui c'était pas leur métier. Tu vois, la différence des créateurs de contenu qui peuvent commencer à créer du contenu en parlant de sujets qui leur tiennent à cœur. Des acteurs ou des chanteurs qui s'engagent publiquement. Bon, par exemple, Emma Watson, mais s'il y a des personnes de ma commune qui nous écoutent, c'est que je rêverais de la rencontrer parce que, en fait, pour moi, c'est admirable. T'es une actrice multimillionnaire, t'as même plus besoin de travailler. Non seulement tu continues à travailler, mais en plus, tu t'engages auprès des Nations Unies, tu t'engages ouvertement sur le climat, tu donnes l'accès de ton compte qui a autant de millions d'abonnés à des associations féministes pour qu'elles partagent leur message. Enfin, c'est un modèle pour moi. C'est un modèle de personne qui met son influence à bon escient, ou en tout cas pour avoir un impact positif sur la société. Mmh. Et toi, est-ce que tu te vois dans la suite créer un empire avec des entreprises, plein d'employés, ou je sais pas, tu vois, le pur et dur comme ça, ou est-ce que tu te verrais peut-être plus l'âme d'une artiste créatrice qui pourra éventuellement toucher les gens d'une autre façon qu'en créant un empire physique? Je me vois pas créer un empire physique. Je pense pas que je serais heureuse de savoir qu'autant de personnes dépendent de moi. Et je tiens trop à ma liberté, je crois, pour ne serait-ce qu'avoir une grande entreprise. Je pense que le jour où peut-être je ne sais quoi grandit trop, je mets quelqu'un d'autre à la tête, en fait. Parce que moi, c'est pas mon kiff.
Mon kiff, c'est de créer. Donc, je sais pas si je serais une artiste, parce que là aussi, c'est un peu différent. Je pense que je me vois plus comme une voix, tu vois. J'espère que je porterai toujours les messages qui me portent à cœur, que ce soit par la création de contenu, que ce soit par du journalisme, que ce soit par de l'écriture. Je sais que c'est ça mon combat. Et je ne sais quoi en est une conséquence. C'est que je voulais créer une marque de sous-vêtements qui s'adresse et qui représente toutes les femmes, tous les corps, et qui soit fait de manière responsable. Et j'ai pas fait des vêtements parce qu'il y a assez de vêtements sur la planète et qu'on peut les trouver en seconde main. Les sous-vêtements, faut encore qu'on les achète. Donc autant les faire les plus éthiques et responsables possibles. Donc tu vois, tout ça, c'est des conséquences d'engagement qui me tiennent à cœur. Donc ouais, je me vois plutôt comme une voix. Tu vois, c'est marrant, c'est la première fois que je le dis. C'est la première fois que je le conscientise. Une voix, donc VOIX, on est d'accord. Ouais. Une parole. Et tu te vois juste... Ouais, d'accord. Ok, j'exagère, mais en fait, disons que... mais les personnes qui me suivent le savent aussi, ils me suivent plus pour ce que je dis que pour ce à quoi je ressemble. Donc, je me vois juste plutôt comme un vecteur de communication d'idées ou d'engagement qui me tiennent à cœur. Ouais, bah moi, je trouve ça magnifique, en quelque sorte, de savoir à ce point-là, avoir un radar tel que tu as l'air de l'avoir, de comment évaluer en fait si je vais dans la bonne direction ou pas. Est-ce que c'est en accord avec ce que je pense? Est-ce que j'ai envie de partager? Est-ce que j'ai envie de propager? Et faire grandir une voix. Et comme tu l'as fait remarquer, on a tous une voix. Tous une voix. On est tous complices, en quelque sorte. Alors, tout à fait. Mais tu vois, il y a d'autres gens qui n'aiment pas l'utiliser et qui préfèrent, je sais pas, aider quelqu'un à le faire et qui se sentent vraiment épanouis là-dedans parce qu'ils se sentent utiles. Et pour moi, et c'est en fait un exercice tout simple qu'on peut faire, que je fais à chaque nouvelle année, c'est de me poser avec un carnet. Moi, j'écris beaucoup à la main, mais vous pouvez le faire avec l'ordi, où en fait, vous faites le point sur ce que vous avez aimé cette année. Donc vraiment très concret, hein. Les activités, les personnes, les rencontres, les voyages s'il y en a, enfin voilà. Ce que vous avez moins aimé, donc ce qui vous a fait chier, peut-être ce que vous avez peut-être dit oui, mais vous aurez préféré dire non, des obligations ou quoi, et ce que vous avez vraiment détesté. Et en fait, ça permet vraiment, je trouve, de faire le bilan pour l'année d'après pour en fait avoir conscience. Parce qu'en fait, si on fait pas le point, c'est difficile d'en avoir conscience. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça, tu vois. Et rien que ça, en fait, ça me permet vraiment de voir où est-ce que j'ai le plus envie d'allouer mon temps, où est-ce que je peux gagner du temps, parce que je suis aussi un peu quand même... ça pareil, il y en a qui pensent qu'ils veulent, il y en a qui veulent se laisser aller. Moi, j'aime bien contrôler mon temps et je trouve que c'est une denrée précieuse. Donc, tu vois, je préfère me dire, ok, je sais que j'ai préféré le mettre là-dedans. Et si je peux faire moins de ça, ça et ça, eh bien, je serai sûrement un peu plus heureuse à la fin de l'année prochaine. C'est marrant parce que c'est ce genre de choses que j'aurais eu tendance, moi, à catégoriser en tant que travail conscient d'introspection, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Parce que tu fais le bilan au début de l'année, tu fais une espèce de rétrospective sur qu'est-ce que j'ai... histoire de réaligner ta boussole, OK, on a peut-être perdu un peu le nord, dans quelle direction est-ce que je pars? Je fais le point, je regarde et j'avance. Est-ce que tu as d'autres rituels de ce genre? Est-ce que j'ai d'autres rituels de ce genre? Après, je pourrais te poser des questions moi aussi, parce que là, je suis très frustrée de ne pas pouvoir te renvoyer la balle. Ah bah non, mais okay. évidemment. Super. Mais alors, est-ce que j'ai des rituels? Je te dis, écouter des podcasts, ça en fait toujours partie. C'est peut-être la seule chose que je fais autant depuis 7 ans. Ok. Ça, c'est sûr. Avoir des discussions inspirantes avec des gens inspirants. J'essaie de faire un dîner par mois où j'invite 3-4 personnes inspirantes. De tous âges, de tous milieux, de personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai même pas encore rencontrées, à qui je propose. Parce que j'aime beaucoup être confrontée à d'autres avis. Ce truc par an où je fais le point sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé. Après, ça peut m'arriver de le faire aussi dans l'année, avant qu'un gros projet arrive. Par exemple, là, tu vois, j'ai conscience du fait que je fais trop d'opérationnel et pas assez de stratégie. Parce que je suis pas une stratège dans l'âme de base, mais je sais que là il y a un autre projet sur lequel je bosse et qu'en fait c'est toujours le truc qui squeeze parce que c'est un truc où tu dois te poser 3 heures et avancer et voilà, là j'ai toujours un peu un radar comme tu dis, où je me dis en vrai Louise, prends le temps de faire ça sinon tu vas t'en vouloir, donc je sais pas quand mais je vais le faire. Et voilà, je dirais que c'est tout. Peut-être des checks même avec ton entourage proche, quoi,
est-ce que enfin, vraiment être à l'écoute des gens qui comptent pour moi, est-ce que tu trouves que, je sais pas, je m'éparpille ou Tu alors fais ça, tu vas poser des questions aux gens autour de toi. Ouais, alors généralement, ça part d'un autre point. Généralement, c'est que je me plains. Généralement, parce que je me trouve pas assez bonne dans telle ou telle chose. Et en fait, c'est des personnes qui me connaissent très bien, qui vont pouvoir me dire objectivement si j'en fais trop, si je m'éparpille, s'il faut que je me recentre, si au contraire, ou alors il faut que j'embauche. Enfin, tu vois, des trucs très concrets que moi, je vois pas forcément. Et ouais, après, il faut vraiment prendre des personnes, tu sais qu'elles vont te donner les bons conseils. Mais moi, j'en ai 3-4 dans mon entourage. Je sais que leurs retours sont vraiment précieux. Et ça, je pense que ça peut vraiment aider. Donc voilà. Et moi, je voulais te demander quoi ? Ouais, moi, je voulais te demander est-ce que toi, tu as déjà eu une phase de doute dans tes 5 dernières années là, en tant que créateur de contenu ? Parce que tu as l'air surpris que je sache aussi bien où je vais. Est-ce que c'est parce que toi, tu ne sais pas forcément là, dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller ? La seule grosse phase de doute que j'aurais eue, je l'ai eue il n'y a pas si longtemps, c'est une fois la passion transformée en profession, je m'épanouis, je suis très content dans ce que je fais, les affaires vont bien, tout va bien dans la vie. Moi, j'adore ma vie, je suis très content. Et justement, j'avais un petit peu cette... c'est aussi pour ça que je t'avais posé un petit peu la question. Cette question, ce doute personnel de tiens, est-ce que j'ai envie... À quel point, en fait, peut-être, je devrais me sacrifier moi-même pour un potentiel ou un impact qui pourrait être plus grand dans ce que je pourrais éventuellement espérer faire. Parce que je me dis, je travaille plus, j'ai plus envie, je travaille pas pour... gagner ma vie, là, je travaille pour faire ce que j'aime, mais je peux le diriger vers différents objectifs. Est-ce que mon but, c'est de partir en vacances pour toujours et puis de profiter de la vie ? Non. Est-ce que mon but, c'est de réaliser qu'il y a un certain potentiel qui peut être fait, qui peut être accompli sur une échelle d'impact, justement, tu vois ? Est-ce qu'il faut que je construise un empire si je veux avoir un gros impact, malgré le fait que je suis pas sûr ? En fait, d'un côté, j'ai envie d'avoir un impact, d'un autre côté... j'ai pas envie d'avoir un empire, tu vois. Et je me dis, en fait, c'était un petit peu cette question-là de... J'ai envie de rester souple, flexible, lean, comme ça, tu vois, sans trop de rigidité, sans trop de gens, parce que moi, mon temps, je suis très content que personne n'ait le contrôle dessus, mais avoir des gens qui travaillent avec moi, / pour moi, eh bien, ils ont le contrôle de mon temps aussi. Et donc, c'était un petit peu cette dualité pour moi de me demander, OK, où est-ce que je me place là-dedans ? Est-ce qu'il faut que je me pousse davantage ? Comment est-ce que je choisis ça pour la suite ? T'as écouté l'épisode de podcast que j'ai fait avec Julien Mussy ? Non. Je te le conseille. Ouais. C'est l'air d'avoir une personnalité similaire à la tienne. D'accord. Et en gros, lui, il est un peu plus jeune que toi. Il est devenu multimillionnaire grâce au business, au e-commerce. Et il parle de comment il a appris à s'entourer. Parce qu'en fait, ça dépend, comme tu l'as dit, ton objectif. Mais je pense qu'il y a 2 choses. C'est que la première, c'est qu'on doit réussir à se détacher de l'image qu'on se fait de la réussite. Et je pense que notamment pour les hommes, c'est difficile de dissocier réussite de empire. Tu vois, je pense qu'une femme se pose beaucoup moins la question de est-ce que j'ai envie de construire un empire ? Enfin, t'es le premier à me la poser. Et la deuxième chose, c'est par rapport à cette idée en fait, est-ce que tu as envie de travailler moins et en fait de gagner toujours autant parce que tu aimes cette flexibilité et en fait c'est OK et c'est fine et c'est aussi un truc qu'on doit reconnaître ? Ou est-ce que tu t'accomplis par le travail et c'est vrai qu'auquel cas, ce qui est un peu difficile et moi un piège entre guillemets dans lequel je tombe assez souvent, c'est qu'en fait il nous faut toujours plus. Et en fait on a fait quelque chose et on va faire autre chose. Justement, c'est la même chose. Je me suis beaucoup reconnu dans ce que j'ai entendu de toi, comme quoi tu veux plus de choses, tu veux t'améliorer, tu veux faire grossir les choses. Et moi, c'est la même chose. Et ma mère m'a aussi dit « Eric, calme-toi, tu travailles trop, etc. » C'est bien, tu vois, l'entourage souvent fait le check mieux qu'on ne pourrait le faire. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'arrêter. Qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas m'arrêter de vivre à 30 ans, tu vois. Non, c'est sûr. Je vais m'arrêter de vivre à 40 ans. Quand le jour où j'arrête de travailler, je vais mourir, je pense. Mais parce que j'aurais plus rien envie de faire. Je pense pas, parce que mon oncle était comme ça, et maintenant il utilise l'expression « je travaille comme un connard », où en fait il comprend pas lui-même comment il a pu autant travailler, tu vois, et maintenant il se la coule douce, entre guillemets, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment...
Après, il y a des personnalités, et puis je le vois, moi, avec une de mes très bonnes amies entrepreneurs, qui est une grande entrepreneuse à succès, qui en fait, bon, elle a eu des enfants, donc ça a joué, mais c'est même pas que ça, parce que c'est même le cas avant. En fait, elle a réalisé qu'elle s'était trop donnée pour sa boîte. Bon, elle s'est fait en gros racheter, puis après, cette boîte a été rachetée par un fonds, une entreprise qu'elle ne soutenait pas. Donc, en fait, elle s'est fait racheter par défaut. Donc, elle a démissionné de sa propre boîte, alors que ça avait été un immense succès. Et donc, rien que ça, elle s'est dit, mais en fait, j'ai sacrifié... je pense à des reality checks comme ça aussi, où tu te dis, j'ai sacrifié 10 ans de ma vie. Alors oui, elle a été épanouie, donc elle n'a pas de regrets, mais en fait, il est peut-être temps de vivre aussi en dehors. Mais je pense que si elle n'avait pas eu ce check-là, elle aurait peut-être continué sur la même lancée, et elle aurait peut-être été épanouie quand même. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'épreuves dans la vie qui peuvent en fait nous faire prendre un chemin qu'on n'avait pas anticipé. Et il faut juste l'accueillir, tu vois. Comme je te dis, moi, je suis unapologétique. Vraiment, je reviens de cette année difficile en mode... maintenant que je vais mieux, en fait, là, plus personne... Tu vois, mon bracelet, je l'ai fait la semaine dernière à Washington. C'est unstoppable. J'aime bien avoir des mantras par période de vie. L'année dernière, c'était nourris ton âme, pas ton ego. Et maintenant, c'est unstoppable. Et en fait, je ne vais pas m'excuser, tu vois. C'est être aligné avec ce qu'on a envie maintenant. Eh bien, ça m'inspire en tout cas. Personnellement, moi, j'aime m'entourer de personnes qui vont de l'avant, qui sont dans le mouvement, qui bougent, parce que c'est ça qui me donne envie de continuer aussi encore plus à être inspiré par ça. Merci énormément, Louise, déjà de m'avoir écrit pour qu'on se rencontre et qu'on crée du contenu pour ta chaîne YouTube et pour cette discussion de podcast. Merci pour tout ça. Si tu dois renvoyer les gens quelque part pour qu'ils en apprennent plus sur toi, ton travail, ton contenu, ta marque. Alors dans ce cas-là, c'est My Better Self sur YouTube, Instagram et TikTok. C'est je ne sais quoi, la marque de sous-vêtements. Et mon podcast, c'est In Power. Si vous aimez lire, c'est Miroir, Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Il y en a pour tout le monde. Et là, normalement, il y en a qui aiment bien les podcasts. Donc, moi, j'irais clairement écouter celui que tu m'as conseillé. Cool. Parce que ça me parle. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci Eric, et merci à toutes celles et ceux qui sont là jusqu'au bout. Vous êtes des vrais. Merci Louise, et à bientôt.